Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans le module Fondation des médias numériques. Dans le dernier cours, on a expliqué, on a exploré la notion Big Data d'après le livre de Gilles Babinet intitulé Big Data, penser l'homme et le monde autrement. Babinet nous raconte l'histoire de la notion Big Data dans son ouvrage. On a vu que le premier à l'avoir employé l'expression Big Data semble être John Massey, le directeur scientifique de Silicon Graphics. En 1989, il écrivait Ceux qui conservent les données nous disent qu'ils le font pour le bénéfice du consommateur, mais en réalité, les data pourraient très bien être utilisées pour des buts autres que ceux pour lesquels elles ont initialement été collectées. On a compris aussi le rôle joué par Google, l'une des sociétés parmi les premières à choisir d'adopter une approche nouvelle concernant le big data. Babinet a aussi expliqué dans son ouvrage le rôle joué par les mathématiciens dans le développement des médias numériques en ce qui concerne le big data. On a compris aussi les challenges associés au big data sous la forme des 3 V, volume, vélocité, variété. Et avec un autre chercheur, Vincent Moscou, on a compris les traits caractéristiques du développement d'Internet avec 3 notions, l'informatique en nuage, le cloud computing, les services d'analyse des données, Big Data Analytics, et l'Internet des objets. On a compris que le procès de traitement des Big Data consiste généralement en la captation d'un large, voire très large ensemble de données, presque toujours quantitatives, et en l'identification de formes de cohérence ou de corrélation en vue d'acquérir des informations sur les comportements et attitudes actuels des individus et, à partir d'elles, de proposer des prédictions. Facebook, par exemple, capte les données générées par ses milliards d'utilisateurs et indexe les likes associés aux messages sur tous les sujets. Ces données permettent à l'entreprise de développer des profils de ses abonnés qui sont ensuite vendus à des spécialistes du marketing capables de cibler les utilisateurs de Facebook avec des annonces personnalisées diffusées sur leur page. Et on a vu aussi que Google fait de même pour les sujets de recherche ainsi que pour le contenu des messages échangés par Gmail. Amazon crée aussi des profils de ses utilisateurs à partir des recherches et les achats effectués sur son site. Moscou a critiqué ce qu'il a appelé le nouvel Internet. Les immenses banques de données contiennent des éléments permettant de répondre à des questions simples sur les goûts et les aversions de chaque cohorte démographique et rendent possible l'obtention d'informations sur les utilisateurs à partir de l'analyse de leur réseau d'amis. Elles constituent de ce fait des incitations majeures pour les autres entreprises à investir à la fois dans ce type de centre et dans des dispositifs performants de traitement des big data.
Ainsi, il paraît raisonnable de s'inquiéter de cette forme de dépendance singulière de cet type de recherche au big data, en ce qu'elle ouvre la voie à ce que Moscou appelait le positivisme numérique. Aujourd'hui, on va continuer à explorer les repères critiques concernant les médias numériques. Plan du cours, on va expliquer l'oligopole de l'Internet, l'effet GAFAM. C'est quoi GAFAM? GAFAM fait et chiffres et participation des usagers selon Serge Prou, le chercheur Serge Prou. L'oligopole de l'Internet, selon l'étude de Nikos Zmirnos, intitulée L'effet GAFAM, stratégie et logique de l'oligopole de l'Internet, ce chercheur a évoqué l'effet suivant concernant ce qu'il a appelé l'oligopole de l'Internet. Depuis une dizaine d'années, nous observons la montée en puissance des technologies numériques en réseau, médias numériques, qui peuplent notre quotidien. Sociabilité ordinaire, travail, divertissement et éducation. Nikos Zmirnos a observé que l'ensemble de nos activités impliquant une action communicationnelle, la quasi-totalité de notre vie sociale est peu à peu colonisée par des dispositifs numériques, appareils, réseaux, services en ligne deviennent les adjuvants utiles mais aussi envahissants de notre vie personnelle et professionnelle ainsi que de notre expression publique. Ce processus a lieu dans une économie globalisée et déréglée qui favorise la concentration extrême de ressources. Donc, depuis une dizaine d'années, nous observons la montée en puissance des technologies numériques en réseau, l'ensemble de nos activités impliquant une action communicationnelle, nos activités dans la vie quotidienne. Il y a une quasi-totalité de notre vie sociale qui est peu à peu colonisée par des dispositifs numériques, appareils, réseaux, services en ligne, qui deviennent les adjuvants utiles, mais aussi envahissants de notre vie personnelle et professionnelle, ainsi que de notre expression publique. On est donc loin de l'idéal tant encensé par le passé
d'un média par essence démocratique, participatif et décentralisé, un idéal présent notamment dans le discours autour de l'émergence supposée d'un Web 2.0. On est donc loin de cet idéal tant encensé par le passé d'un média par essence démocratique, décentralisé, participatif, un idéal présent notamment dans les discours autour de l'émergence supposée d'un Web 2.0, d'un Web social, contributif. Au contraire, l'Internet est devenu un champ de compétition acharné entre entreprises multinationales, entre institutions politiques, entre groupes sociaux, pour la distribution de pouvoir sur les canaux de communication numérique. Donc, au contraire, l'Internet est devenu un champ de compétition acharné entre entreprises multinationales, institutions politiques et groupes sociaux pour la distribution du pouvoir sur les canaux de communication numérique, sur les canaux des médias numériques. Par conséquent, comme Nikos Zimenos constate, la forme actuelle de l'Internet ne doit rien à ses caractéristiques techniques supposément intrinsèques, mais résulte des relations complexes entre acteurs dont les intérêts économiques et politiques sont à la fois puissants et antagoniques. Donc, la forme actuelle de l'Internet ne doit rien à ses caractéristiques techniques, mais résulte des relations complexes entre acteurs dont les intérêts économiques et politiques sont à la fois puissants et antagoniques. Selon Nikos Zimenos, il existe ce qu'il a appelé effet GAFAM. C'est quoi GAFAM? Dans ce contexte des médias numériques, quelques multinationales sont devenues en quelques années les acteurs d'un oligopole qui régit le cœur informationnel de nos sociétés, au point qu'un acronyme leur soit désormais dédié, GAFAM, constitué des premières lettres de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Dans ce contexte des médias numériques, dans ce monde numérique, dans ce nouveau monde numérique, quelques multinationales sont devenues en quelques années les acteurs d'un oligopole qui régit le cœur informationnel de nos sociétés au point qu'un acronyme leur soit désormais dédié. GAFAM, constitué des premières lettres de Google, Amazon,
Facebook, Apple et Microsoft. Et pour comprendre le terme oligopole, une situation d'oligopole se rencontre lorsqu'il y a sur ce marché numérique, ce marché des médias numériques, un nombre faible d'offreurs, ça veut dire de vendeurs, un nombre faible d'offreurs, de vendeurs, disposant d'un certain pouvoir de marché et un nombre important de demandeurs, de clients. Ici, ce sont des internautes. On parle aussi de situation de marché numérique oligopolistique. Zivilnos ajoute le contrôle des vastes domaines numériques détenus par les acteurs de l'oligopole s'effectue notamment à travers leur pouvoir de marché exacerbé et leur puissance financière. Donc, Nikos Zimnos ajoute concernant sa réflexion autour de la puissance de GAFAM, le contrôle des vastes domaines numériques détenus par les acteurs de l'oligopole s'effectue notamment à travers leur pouvoir de marché exacerbé et leur puissance financière, mais aussi par le biais de leurs droits de propriété intellectuelle et industrielle qui s'étendent et se renforcent, donnant occasionnellement lieu à des guerres de brevets. Donc, selon Nikos Zimnos, dans ce contexte des médias numériques, quelques multinationales sont devenues les acteurs d'un oligopole qui régit le cœur informationnel de nos sociétés. Il est possible alors d'émettre l'hypothèse que l'Internet est en train d'être privatisé. Ça veut dire clôturé dans le cadre d'une concentration plus large des ressources intellectuelles et informationnelles entre les mains de ce que le chercheur Hugo Pagano appelle le capital intellectuel monopolistique. Il est possible donc, d'après cette puissance de certaines sociétés dans le monde numérique, dans le monde des médias numériques, d'émettre l'hypothèse que l'Internet est en train d'être privatisé, clôturé, dans le cadre d'une concentration plus large des ressources intellectuelles et informationnelles entre les mains de ce que le chercheur Hugo Pagano appelle le capital intellectuel
monopolistique. Smirnov considère ainsi l'Internet comme une forme culturelle correspondant à une forme sociale garantissant son effectivité matérielle. Smirnov considère ainsi l'Internet comme une forme culturelle correspondant à une forme sociale garantissant son effectivité matérielle. Maintenant, on va présenter des faits et des chiffres concernant GAFAM. On va commencer par Google. Google est une entreprise américaine de services technologiques fondée en 1998 dans la Silicon Valley, en Californie, par Larry Page et Sergey Brin, créateurs du moteur de recherche Google. L'entreprise Google s'est principalement fait connaître à travers la situation monopolistique de son moteur de recherche, concurrencé historiquement par AltaVista, puis par Yahoo et Bing. Google a ensuite procédé à de nombreuses acquisitions et développements et détient aujourd'hui de nombreux logiciels et sites web notables, parmi lesquels YouTube, le système d'exploitation pour téléphone mobile Android, ainsi que d'autres services tels que Gmail, Google Earth, Google Maps ou Google Play. Donc, Google, cette entreprise américaine de services technologiques, fondée en 1998, s'est principalement fait connaître à travers la situation monopolistique de son moteur de recherche et elle a ensuite procédé à de nombreuses acquisitions et développements et détient aujourd'hui de nombreux logiciels et sites web notables comme YouTube, le système d'exploitation pour téléphone mobile Android, ainsi que d'autres services tels que Gmail, Google Earth, Google Maps ou Google Play. En 2011, Google possédait un parc de plus de 900 000 serveurs contre 400 000 en 2006, ce qui en fait le parc de serveurs le plus important au monde, 2% du nombre total de machines avec des appareils répartis sur 32 sites. Parallèlement, le moteur de recherche Google a indexé plus de 1000 milliards de pages web en 2008. En octobre 2010, Google représente 6,4% du trafic Internet mondial,
et affiche une croissance supérieure à celle du web. En Europe, Google aurait une part de marché de 93% concernant les moteurs de recherche. Google est devenu l'une des premières entreprises américaines et mondiales par sa valorisation boursière quelques années après une entrée en bourse originale. Début 2008, elle valait 176 milliards de dollars à Wall Street. Le 1er février 2016, sa capitalisation boursière dépasse celle d'Apple et devient la première des États-Unis avec un total de 550 milliards de dollars dispersés dans ses différentes catégories d'actions. En 2014, le classement Best Global Brands d'Interbrand positionne la marque Google en seconde position mondiale, derrière la marque Apple, avec une estimation de sa valeur à 107,43 milliards de dollars, dépassant la barre des 100 milliards de dollars pour la première fois depuis la création de ce classement en 1974. Ce classement, Interbrand, filiale du groupe Omnicom, est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie de marque. En 2016, un autre classement, Brand Z Top 100, place Google en première position devant Apple. Donc, selon le classement Best Global Brands d'Interbrand en 2014, ce classement positionne la marque Google en seconde position mondiale, derrière la marque Apple, avec une estimation de sa valeur à 107,43 milliards de dollars, dépassant la barre des 100 milliards de dollars pour la première fois depuis la création de ce classement en 1974. Mais en 2016, un autre classement, Brand Z Top 100, place Google en première position devant Apple. La société Google compte environ 50 000 employés. La plupart travaillent au siège mondial, le Googleplex, à Mountain View, en Californie. Google offre gratuitement de nombreux logiciels et services comme le email, suite bureautique, vidéo, photo, blog, et se finance par la publicité à partir de l'an 2000, principalement avec un principe de lien sponsorisé dans les résultats de recherche et une facturation au coût par clic
pour les annonceurs. Donc, Google offre gratuitement de nombreux logiciels et services, vidéo, photo, blog, email, et se finance par la publicité à partir de l'an 2000, principalement avec un principe de lien sponsorisé dans les résultats de recherche et une facturation au coût par clic pour les annonceurs. Amazon. Un autre acteur principal qui joue un rôle important dans ce qu'on appelle l'oligopole de l'Internet. Amazon est une entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle. Elle est créée par Jeff Bezos en juillet 1994. Amazon a ouvert son service le 16 juillet 1995. L'entreprise a été introduite en bourse au Nasdaq en mai 1997. L'activité initiale de la société Amazon concernait la vente à distance de livres. Le premier article vendu est un livre en anglais, Fluid Concepts and Creative Analogies de Douglas Hofstadter. Avant que la société ne se diversifie dans la vente de produits culturels, puis marchands. Et aujourd'hui, certains produits alimentaires peuvent aussi être commandés via Amazon. En 2020, la société emploie 1 million de personnes dans le monde et a établi, outre le site originel américain, ouvert en 1995, comme on a déjà mentionné, des sites spécifiques dans de nombreux pays. Donc, Amazon est une entreprise de commerce en ligne américain. Elle emploie 1 million de personnes dans le monde en 2020 et a établi des sites spécifiques dans de nombreux pays. En 2021, Amazon rachète la société cinématographique Metro-Goldwyn-Mayer, aussi connue sous le sigle MGM. Amazon était un projet d'une librairie en ligne, alors que les plus grandes librairies physiques et catalogues de vente par correspondance pouvaient proposer jusqu'à 200 000 titres. Une librairie en ligne pouvait afficher un catalogue bien plus étoffé. Jeff Bezos voulait que le nom de son entreprise commence par un A pour apparaître en tête d'un classement alphabétique. Il a commencé à regarder dans le dictionnaire et s'est arrêté sur Amazon. Amazon, parce que c'était un lieu exotique et différent, et que le fleuve était considéré comme le plus grand du monde, destiné qu'il souhaitait à son entreprise. Depuis 2000,
Le logo d'Amazon fait figurer une flèche allant du A au Z, formant un sourire qui symbolise la satisfaction du client et indique également que l'entreprise peut tout vendre de A à Z. Dans sa recherche de nouveaux clients, Amazon a signé depuis 2014 plusieurs partenariats avec différentes universités, comme l'Université de Massachusetts et l'Université de California Davis. Le site a mis en place des boutiques en ligne pour les étudiants afin de leur permettre d'acquérir leur manuel. Par ailleurs, des casiers ont été installés sur le campus des universités pour permettre aux étudiants de récupérer leurs commandes sans frais de livraison. En 2018, Amazon est la plus chère des grandes sociétés mondiales avec 840 milliards de dollars de capitalisation boursière. L'entreprise compte plus de 500 000 employés. L'oligopole de l'Internet, Facebook, faits et chiffres. Facebook est un réseau social en ligne appartenant à Meta Platforms Incorporation, la société américaine plus connue sous le nom commercial Meta. Facebook est un réseau social en ligne appartenant à Meta Platforms, la société américaine plus connue sous le nom commercial Meta. Facebook est fondé en 2004 par Mark Zuckerberg et ses camarades de l'université Harvard, Chris Hughes, Eduardo Savarino, Andrew McCollum et Dustin Moskovitz. Facebook permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages. Il permet à ses utilisateurs de joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications sur une variété d'appareils. Donc, ce site de réseau social en ligne permet à ses utilisateurs, permet aux internautes de publier des images, des vidéos, des photos et des fichiers et des documents et d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications sur une variété d'appareils. D'abord réservé aux étudiants de l'université Harvard, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tout le monde en septembre 2006. D'abord, ce site Facebook, réservé aux étudiants de l'université Harvard, et s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tout le monde en septembre 2006. Le nom du site provient des albums photos
Trombinoscope ou Facebooks en anglais, regroupant les photos des visages de tous les élèves prises en début d'année universitaire. Facebook est le troisième site web le plus visité au monde après Google et YouTube selon Alexa. Et Alexa Internet est une entreprise basée à San Francisco. Elle appartient au groupe Amazon et son site web était principalement connu pour fournir des statistiques sur le trafic du web mondial. Facebook, faits et chiffres. Facebook franchit en juin 2017 le nombre de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Le 24 août 2015, et pour la première fois, 1 milliard de personnes ont utilisé Facebook dans la même journée. Donc, dans la même journée du 24 août 2015, 1 milliard de personnes ont utilisé Facebook. En octobre 2022, Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde avec 2,934 milliards d'abonnés actifs. Facebook fait régulièrement l'objet de débats, tant sur le plan politique que juridique, économique, culturel et social. Son influence dans la sphère publique et la manière dont il affecte la vie sociale de ses utilisateurs, son usage des données personnelles, son rôle dans la propagation des fausses nouvelles, sa responsabilité ou bien encore sa politique de régulation des contenus sont ainsi souvent discutés dans l'actualité. Donc Facebook fait régulièrement l'objet de débats dans la société. L'oligopole de l'Internet. Apple, faits et chiffres. Apple est une entreprise multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels. Apple est créé le 1er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs à Los Altos, en Californie, par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Puis constitué sous forme de société le 3 janvier 1977, à l'origine sous le nom d'Apple Computer. Cependant, pour ses 30 ans, et pour refléter la diversification de ses produits, le mot computer est retiré le 9 janvier 2007. Steve Jobs quitte Apple en 1985 pour reprendre en 1997 la direction de l'entreprise, alors au bord de la faillite. Durant 14 années, il fait son succès et sa richesse, en commençant par le lancement de iMac
en 1998, puis l'étape disruptive de l'iPhone en 2007. Steve Jobs meurt le 5 octobre 2011. Tim Cook lui succède. Apple s'est forgé une réputation singulière dans l'industrie électronique grand public en raison de son approche marketing fondée sur l'innovation, l'ergonomie et l'esthétique de ses produits appréciés des consommateurs, de ses campagnes publicitaires originales et des clients qui s'identifient à l'entreprise et à la marque. Comme Amazon, Facebook et Google, Apple a, depuis sa fondation, racheté de nombreuses entreprises pour alimenter sa croissance et pour élargir sa base d'utilisateurs et pour aussi développer de nouvelles technologies, comme par exemple, elle a racheté Beats Electronics. Selon un classement du magazine Fortune, Apple est la société la plus admirée dans le monde entre 2006 et 2013. À partir de 2011, Apple est la première capitalisation boursière de la planète. En août 2016, Apple se renforce dans le domaine de l'intelligence artificielle et rachète la société spécialisée Thury. Elle rachète la société spécialisée Thury basée à Seattle pour un montant estimé à 200 millions de dollars. Thury est spécialisée sur une branche de l'intelligence artificielle appelée machine learning, apprentissage automatique, des outils et algorithmes permettant aux ordinateurs ou aux applications logicielles, donc des outils et algorithmes permettant aux ordinateurs ou aux applications logicielles d'apprendre au fur et à mesure de leur utilisation. Cela peut entre autres servir à analyser les comportements des utilisateurs. Cela peut servir à cibler en fonction de leur profil des publicités ou de recommandations de produits ou encore à détecter des anomalies et donc des fraudes potentielles. En 2019, Apple emploie 137 000 employés et exploite 56 Apple Stores répartis dans 25 pays et une boutique en ligne où sont vendus les appareils et logiciels d'Apple, mais aussi de tiers. En août 2020, elle devient la première entreprise privée de l'histoire à atteindre une valeur de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. L'oligopole de l'Internet, Microsoft, fait et chiffre. Microsoft Corporation est une multinationale informatique et micro-informatique américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. La société est née en avril 1975 sous le nom original de Microsoft, du besoin de deux étudiants américains, Bill Gates et Paul Allen, de formaliser la vente de l'interpréteur de langage informatique BASIC
Altair Basic, adapté par eux deux et Mont Davidov, ou qu'ils avaient acheté à partir d'un freeware pour ce qui est considéré comme le premier ordinateur personnel américain, l'Altair 8800, avec le premier langage de programmation pour micro-ordinateurs de l'histoire de l'informatique. À l'origine, Microsoft a été fondé pour développer et vendre des programmes informatiques Basic pour Altair 8800, comme on a mentionné. Puis elle est devenue un des sous-traitants de IBM. Microsoft a réussi à dominer le marché du système d'exploitation de l'ordinateur personnel avec MS-DOS au milieu des années 1980. Elle a pu ensuite s'affranchir de IBM. L'introduction en bourse de la société et l'envolée du prix des actions qui sont suivies ont fait 4 milliardaires et environ 12 000 millionnaires parmi les employés de Microsoft. La marque Microsoft fut déposée le 26 novembre 1976. L'oligopole de l'Internet Microsoft fait chiffres. Microsoft fait partie des principales capitalisations boursières du Nasdaq aux côtés d'Apple et d'Amazon. Elle est dirigée depuis le 4 février 2014 par Satya Nadella, qui succède à Steve Ballmer et Bill Gates en qualité du directeur général. En 2018, le chiffre d'affaires s'élevait à 110,36 milliards de dollars. L'activité principale de Microsoft consiste à développer et vendre des systèmes d'exploitation, des logiciels et des produits matériels dérivés. Elle est présente dans l'informatique en nuage, Azure, les sites web, moteurs de recherche Bing, réseau social LinkedIn, messagerie électronique Outlook.com, les consoles de jeux vidéo Xbox et les tablettes PC Surface. Windows a atteint une position dominante sur les ordinateurs personnels avec plus de 90% de parts de marché dans le monde. En 2020, Microsoft emploie 148 000 personnes dans 120 pays. Certes, comme Nikos Zymyrnos l'a mentionné, l'Internet contemporain participe à la production d'une superstructure historiquement déterminée, correspondant à ce stade de capitalisme avancé, en même temps qu'il incarne des rapports de production particuliers qui caractérisent ce dernier. Et ainsi, l'Internet ne se résume pas à Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. Néanmoins, ces acteurs constituent des forces puissantes qui contrôlent en grande partie son fonctionnement actuel et pèsent sur son évolution. Ces acteurs de l'oligopole de l'Internet bénéficient des conditions favorables communes qui caractérisent l'environnement économique et politique global dans lequel ils évoluent. Les GAFAM ont su, selon les mots de Nikos Zymyrnos, ont su exploiter ces conditions par le biais de stratégies adaptées, mais qui vont souvent à l'encontre de l'intérêt général. Selon Zymyrnos, ces conditions peuvent être résumées en ces facteurs: la
théorisation de la convergence technologique, la financiarisation, la dérégulation et la mondialisation de l'économie. Concernant la convergence technologique, dès les années 1970, la théorie de la convergence a désigné le processus de rapprochement entre secteurs autrefois distincts, comme ceux de l'informatique, des télécommunications, des médias, des industries culturelles et de l'électronique grand public. Donc, il y a un rapprochement, selon cette théorie, entre secteurs autrefois distincts, comme ceux de l'informatique, des télécommunications, des médias, des industries culturelles et de l'électronique grand public. C'est un homme comme Nicolas Negroponte, fondateur du Media Lab à l'Institut de technologie du Massachusetts, ont pris acte du fait que les frontières technologiques qui séparaient ces industries se sont progressivement effondrées en raison de la numérisation de leurs supports respectifs pour laisser place à un vaste terrain de compétition entre acteurs dont les domaines d'activité étaient autrefois éloignés les uns des autres. À l'image de la nouvelle économie, la théorie de la convergence a reçu une très grande couverture médiatique dans les années 1980 et 1990, au point d'acquérir un pouvoir performatif influençant la pratique des managers et les stratégies des entreprises, mais aussi la vision des régulateurs. La convergence a été ainsi convoquée pour justifier la concentration du secteur de la communication résultant de la vague de fusion et acquisition du début des années 2000, comme par exemple la fusion entre AOL et Time Warner. C'est cette vague qui a rendu crédible, cette vague qui a rendu crédible et pour certains souhaitable la perspective d'un contrôle oligopolistique de l'Internet. Deux, financiarisation et dérégulation au profit de l'oligopole, la logique de l'autorégulation, la libéralisation des marchés et la déréglementation concomitante en Europe et en Amérique du Nord ont créé un contexte favorable à l'accroissement du pouvoir de marché des acteurs oligopolistiques de l'Internet et aux pratiques anticoncurrentielles afférentes. Érection de barrières technologiques à l'entrée des différents marchés, ventes liées forcées, revendications abusives de protection de la propriété industrielle et intellectuelle. Ces pratiques restent impunies ou ne sont que faiblement réprimées. En 2012, un rapport interne de la Federal Communication Commission a montré comment Google manipule les résultats de son moteur de recherche afin de privilégier ses propres services au détriment de ses concurrents. Selon Nikos Zimirnos, il apparaît que les biais idéologiques et les choix politiques qui caractérisent les instances régulatrices aux États-Unis comme en Europe les empêchent de contrer l'emprise croissante de l'oligopole sur Internet, préférant faire confiance à l'autorégulation du marché. Ces instances ne disposent pas de moyens nécessaires pour une intervention forte et permanente, se limitant ainsi à des enquêtes ponctuelles et tardives. Donc,
Il apparaît que les biais idéologiques et les choix politiques qui caractérisent les instances régulatrices aux États-Unis comme en Europe les empêchent de contrer l'emprise croissante de l'oligopole sur l'Internet, préférant faire confiance à l'autorégulation du marché. Ces instances ne disposent pas de moyens nécessaires pour une intervention forte et permanente, se limitant ainsi à des enquêtes ponctuelles et tardives. 3. La puissance financière comme condition de l'oligopole des GAFAM. Si l'éclatement de la bulle Internet a quelque peu ralenti temporairement ce mouvement, l'introduction en bourse réussie de Google en août 2004 a signalé le déclenchement d'une seconde vague de financiarisation encore plus puissante, renforcée par la dérégulation complète du système financier. C'est ainsi que la valeur de l'action de Google a été multipliée par plus de 15. La raison principale qui justifie cette augmentation spectaculaire est la rentabilité très élevée des acteurs oligopolistiques de l'Internet, indicateur sur lequel ne peut rivaliser avec eux qu'une poignée de multinationales des secteurs pharmaceutiques et financiers. Le chiffre d'affaires des GAFAM croît de manière exponentielle depuis plusieurs années et leur marge bénéficiaire, à l'exception d'Amazon, se situe au-dessus de 20% de manière durable. Donc, le chiffre d'affaires des GAFAM croît de manière exponentielle et leur marge bénéficiaire, à l'exception d'Amazon, se situe au-dessus de 20% de manière durable. Les acteurs de la Silicon Valley, ajoute Nikos Zimmernos, sont passés maîtres dans la mise en œuvre de multiples stratagèmes financiers visant à maximiser le prix de leurs actions. Ces moyens financiers offrent aux acteurs de l'oligopole un pouvoir de marché disproportionné qui sert à ériger des barrières élevées à l'entrée dans leurs domaines respectifs en investissant massivement dans la recherche et le développement. Maintenant, on passe à un autre repère critique concernant les fondations des médias numériques en analysant la notion de la participation des usagers selon le chercheur Serge Prou. Qu'entendons-nous par l'expression participation dans le contexte des médias numériques? Le chercheur Serge Prou a étudié cette notion dans sa recherche intitulée L'injonction à participer au monde numérique, en analysant les discours des chercheurs qui mettent de l'avant l'idée que le web serait constitué par une participation des internautes au monde numérique. Selon Prou, en ce qui concerne le monde numérique, l'injonction à participer est d'abord formulée du haut vers le bas, dans la mesure où, depuis l'invention du web social, web 2.0, et surtout aujourd'hui, avec le web des plateformes, l'utilisateur est la plupart du temps contraint de s'inscrire d'abord sur la plateforme qu'il veut fréquenter, puis de suivre les consignes établies par les algorithmes. Ceux-ci ayant été mis en place par les organisations propriétaires contrôlant l'espace médiatique du web. Donc, selon Prou, en ce qui concerne le monde numérique, l'injonction à participer est d'abord formulée du haut vers le bas, dans la mesure où, depuis l'invention du web 2.0, le web social, le web participatif,
Et surtout aujourd'hui avec le web des plateformes, l'utilisateur est la plupart du temps contraint de s'inscrire d'abord sur la plateforme qu'il veut fréquenter, puis de suivre les consignes établies par les algorithmes, ceux-ci ayant été mis en place par les organisations propriétaires contrôlant l'espace médiatique du web. Que veut dire participer à l'ère du numérique? Serge Prou constate que la participation en ligne a changé de forme avec la transition sociotechnique de l'ancien web des pages en page web, le web 1.0, le web documentaire qu'on a déjà expliqué, l'environnement numérique propre aux années 1990 où l'Internet butinait et surfait en passant d'une page à l'autre avec un sentiment subjectif de relative liberté, vers le web des plateformes, le cyberspace des décennies 2000 et 2010, qui contraint fortement les pratiques des internautes par le biais d'algorithmes et d'interfaces prescriptives. Cette nouvelle forme du web impose fermement ses logiques de captation permanente des traces des activités en ligne. Le web des plateformes met à disposition de l'internaute un éventail plus grand de possibilités, mais en même temps, il le contraint davantage à suivre les chemins déjà tracés et mis en place par les entreprises propriétaires des sites. Or, selon les mots de Serge Prou, l'injonction à participer au monde numérique est aussi affirmée à partir du bas, dans la mesure où l'usager développe un sentiment subjectif d'appartenance à l'égard de diverses communautés d'usagers devenues, au fil des routines de pratique et des patterns d'usage, un véritable milieu intégrateur dont l'Internet intériorise les normes de comportement et les valeurs partagées. L'usager se sent ainsi en quelque sorte obligé de participer à ces réseaux d'échange et à ces communautés d'appartenance en approvisionnant, par exemple, de ces messages et de ces interventions, les listes de discussion et le forum qui leur sont rattachés. Pro affirme que la participation concerne le pouvoir. Il écrit: si mon geste participatif n'exerce aucune influence sur la situation, comme dans le fait de s'engager dans des dispositifs préexistants définis d'abord par des algorithmes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle et qui contraignent fortement les choix des réponses possibles. Il s'agit alors d'une forme superficielle de participation. Selon la philosophe Joëlle Zask, comme l'a mentionné Proust, participer suppose que l'individu prenne part à la situation de façon telle qu'il puisse éventuellement modifier ses états des choses par ses gestes contributifs. Un tel contexte participatif implique que l'on mette effectivement à disposition des ressources, des outils, des moyens pour que le participant puisse intervenir de manière significative dans la situation. Le participant apparaît alors comme un bénéficiaire et c'est bien ce qui lui permet par ailleurs d'être un contributeur. Zask montre que la participation articule trois actions: prendre part activement au processus plutôt que de simplement en faire partie, contribuer, ce qui veut dire apporter une part, et bénéficier, c'est-à-dire recevoir une part. Faut à noter que depuis 2004, plusieurs courants de recherche ont documenté cette thématique de la participation au monde des médias numériques. Il y a par exemple une réflexion importante offerte du côté de la thèse d'une participation des amateurs à l'innovation et à la disruption
Leadbeater et Miller en 2004, en mettant l'accent sur l'émergence d'une nouvelle catégorie d'agents, les pro-am, c'est-à-dire des amateurs qui développent des compétences techniques et cognitives semblables aux professionnels à partir de l'expression de leur enthousiasme et de leur passion concernant un type particulier d'activité, comme l'astronomie par exemple. Leadbeater et Miller insistent sur une capacité spécifique de création et d'innovation dont seraient porteurs ces nouveaux agents pro-am. Comme les pro-am sont dégagés de routines de production habituellement suivies par les professionnels, ils peuvent prendre en compte leur statut même d'usager dans un processus réflexif d'innovation centré sur l'invention de nouveaux usages et de nouveaux dispositifs mieux adaptés aux désirs et aux besoins des utilisateurs ordinaires. Ce mouvement de contribution des amateurs à l'innovation participait d'ailleurs d'une tendance émergente du côté de la recherche et du développement, dont les industries de l'informatique et des opérateurs en télécommunications, consistant à s'éloigner de l'innovation réalisée exclusivement en laboratoire sous la gouverne des ingénieurs pour s'approcher davantage des usagers innovants. Serge Prou a évoqué les diverses formes pratiques de culture participative numérique. Simple inscription dans des réseaux sociaux numériques et des communautés en ligne, production et création expressive de nouveaux contenus, participation à la découverte de solutions collaboratives, production de nouvelles encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, invention collective de nouvelles formes de circulation et de partage des contenus. Serge Prou a évoqué aussi la notion de pro d'usage. En 2008, le chercheur australien Axel Brune, cité par Serge Prou, a publié un ouvrage intitulé Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond, From Production to Produisage, dans lequel il a suggéré d'utiliser la notion de produisage pour fédérer l'ensemble des réflexions analytiques concernant les différentes manières empruntées par les usagers d'Internet pour produire activement des contenus sur le web. Cette notion renvoie à l'idée de user-generated content, c'est-à-dire les contenus produits et publiés activement sur le web par ses usagers. Prou écrit, la notion de produisage consiste en une hybridation des termes production et usage pour bien mettre en évidence le nouveau rôle actif de producteur tenu par les usagers dans l'univers numérique, remplaçant une vision périmée de consommateurs passifs liée davantage au monde des anciens médias. Donc, la notion de produisage consiste en une hybridation des termes production et usage pour bien mettre en évidence le nouveau rôle actif de producteur tenu par les usagers dans l'univers numérique, remplaçant une vision périmée de consommateurs passifs liés davantage au monde des anciens médias. L'un des courants fondateurs de cette nouvelle manière de penser l'activité des usagers a certainement été porté par les développeurs du logiciel libre et de l'open source, de sources ouvertes, qui s'étaient particulièrement intéressés aux apports et aux correctifs suggérés par les usagers de leur logiciel, selon l'étude de Broca 2013. Les rôles de producteurs et d'usagers se fusionnent donc dans la nouvelle figure du produisé. L'accent est mis ici sur les dimensions collaboratives et coopératives de la production des contenus médiatiques sur le web. Après les vagues de popularité des blogs
et des forums, la prégnance des réseaux dits sociaux numériques, Facebook, Twitter, a suscité une multiplication des interactions en ligne et de nouvelles manières de s'informer et de se divertir. Pour synthétiser l'ensemble des problématisations et des découvertes réalisées à travers ces différents courants de recherche sur la participation au monde numérique, Serge Prou met en évidence le fait qu'ont connu depuis 2 décennies des transformations importantes bouleversant les modèles traditionnels des industries culturelles. Il y a 4 traits significatifs qui caractérisent les évolutions des modes de création et de diffusion des contenus numériques selon Prou. Les usagers sont aujourd'hui considérés par ces industries comme étant au centre des dispositifs. Cette participation semble facilitée par la faiblesse des efforts cognitifs et techniques requis pour exploiter les outils de ces nouvelles plateformes. Ces mutations s'appuient sur le développement de grands collectifs en ligne ou de communautés élargies d'usagers, organisés en réseau et structurés a priori de manière non hiérarchique. Ces transformations font naître des modèles économiques originaux et en particulier des modèles d'affaires fondés sur des agrégations comme le big data de données personnelles. Et voici la bibliographie des ouvrages cités dans ce cours. Merci et à la prochaine.